On continue. Alors, là, on va parler un peu des travaux à la mer. Je vous disais tout à l'heure que les océanographes étaient très friands d'eau. Alors voilà plusieurs méthodes de prospection d'eau. Vous voyez à gauche un échantillonnage avec une bouteille relativement petite. Elle fait 20 ou 30 litres, peut-être celle-là. À droite, une bouteille qui fait plusieurs centaines de litres. Je ne vous ai pas montré des bouteilles qui font un demi-litre. On les utilise. Pourquoi utilise-t-on des bouteilles de prélèvement différentes? C'est tout simplement parce que les substances qu'on dose, elles ne sont pas en concentration identique dans la mer. On utilise des faibles contenances, par exemple, pour doser le sel, doser l'oxygène. Un demi-litre, ça suffit. Là, la bouteille de gauche que vous voyez, c'est utilisé par les biologistes qui vont étudier les nitrates, les phosphates, enfin tous les sels nutritifs. Bon, c'est des précieux indicateurs pour eux parce que ça leur permet de voir la richesse des eaux en engrais, finalement, en engrais océanique, qui permettra la naissance du plancton végétal, le phytoplancton, et qui sera bouffé par le zooplancton, et c'est le début de la chaîne alimentaire. Donc ce sont des prélèvements extrêmement importants. Il y a des satellites qui font un peu ça aussi, mais ça permet d'aller voir ce qui se passe en profondeur. À droite, alors c'est très particulier, c'est des bouteilles qui sont utilisées par des collègues qui mesurent des radioéléments. La suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a un élément qui les a beaucoup intéressés, qui les intéresse toujours beaucoup, c'est le tritium. Et le tritium a été libéré dans l'atmosphère lors des essais nucléaires dans les années 60. Donc ce tritium est rentré, a été absorbé par l'eau, et puis notamment, il s'est retrouvé par piéger les eaux dont je vous parlais au départ, là, vous savez, ces fameuses eaux qui commencent à plonger et qui se répartissent dans tout l'océan. Donc on arrive à suivre l'évolution du tritium, et comme c'est un élément à courte période, sa période c'est de l'ordre de 12-13 ans, on arrive en même temps à dater les eaux. Donc on arrive à avoir à peu près une idée de leur vitesse de propagation dans l'océan une fois qu'elles ont coulé, ce qui n'est pas évident à mesurer. On continue. Bon, là c'est des opérations de préparation de mouillage de marégraphe. Bon, ça c'est de la flottabilité, parce que quand on met quelque chose au fond, pour qu'il y reste, il faut qu'il ait un lest pour le maintenir collé au fond. Mais pour qu'il remonte, il faut lui accrocher de la flottabilité. Et on se débrouille pour larguer le lest de façon à ce que tout remonte à la surface, de façon à pouvoir être récupéré. On continue. Voilà une opération de mouillage. Vous voyez une cage avec deux engins, là. C'est les largueurs. C'est ce qui permet de, quand on les interroge, on leur fait bip bip, ils nous répondent coucou, je suis là. Et puis quand on leur cause bien, ils larguent l'anneau qui est en bas et tout remonte, enfin en principe, après avoir largué le lest. Derrière, vous voyez un truc un peu orange, c'est le marégraphe. On continue. Une autre opération de mouillage que je garde précieusement, parce que celle-là, on l'a faite par 60e Sud, et ce n'est pas tous les jours qu'on y va là-bas. Bon. Alors, les marégraphes. Il est très utile, comme on va le voir après, d'avoir une idée des ondes de marée qui sont présentes dans l'océan. Et pour ce faire, une des solutions consiste à mesurer la pression de l'eau qu'il y a au-dessus d'un appareil, d'un capteur de pression. Qu'est-ce qu'on utilise comme capteur de pression? C'est des capteurs que vous connaissez bien. Qui est-ce qui est obligé de remonter sa montre ici tous les matins? Levez le doigt. Personne. Donc vous avez tous pratiquement des montres à quartz. Le principe des marégraphes qu'on utilise, c'est aussi le quartz. Le quartz, il a une fréquence d'oscillation bien connue en fonction de sa taille et de sa composition. Et donc, il a ceci de particulier, c'est que lorsqu'on lui applique une pression, il y a sa fréquence qui varie légèrement. Lorsqu'on change de température aussi, il y a sa fréquence qui change légèrement. Alors, on a mis dans ces appareils-là deux quartz. Il y en a un qui est relié à un système mécanique qui le met en contact avec l'extérieur de façon à faire varier sa fréquence d'oscillation avec la pression, mais il change aussi, bien sûr, avec la température. Alors, à côté, on en a mis un autre. On en a mis un autre qui, lui, n'est pas relié à l'extérieur. Donc, sa fréquence ne change qu'avec la température. Et ensuite, on rentre ces deux fréquences dans un machin grand comme ça, et on en sort l'âge du capitaine. Alors, j'ai mis en bas à gauche une photo qui a été faite sur le... Alors, cette opération de mouillage, elle a eu lieu en 1992. En bas à gauche, je vous ai montré, j'ai mis une photo que j'ai piquée chez certains de mes jeunes collègues, qui sont probablement les successeurs de mes successeurs. Et elle a été prise il y a 2 ans ou 3 ans sur le pont du Nouveau Marion, juste avant une opération de mouillage. Et quand même, c'est satisfaisant de voir que
20 ans ou 25 ans après, ben les jeunes utilisent encore le même matériel que nous, quand même. Hein, on a bien bossé. On continue. Opération de récupération. On continue. Autre mesure, important dans le contexte actuel, ça c'est un carottier. Un carottier, c'est un engin, un tube, qu'on va ficher dans les sédiments au fond de la mer, de façon à pouvoir remonter ce qu'on appelle évidemment une carotte, qui est en fait un cylindre de sédiments. Là, il fait 10 cm de diamètre, et celui-là de carottier fait des carottes qui peuvent atteindre 40 mètres. La carotte n'est pas pleine à tous les coups, quelquefois on n'a que 10 mètres, mais enfin, on s'en contente. Ça permet quoi, ça? Ça permet tout simplement de dater les sédiments et de connaître l'histoire du climat au point où on se trouve, mais en le remontant à des milliers et des centaines de milliers d'années, quelquefois des millions d'années. Voilà. Alors, on l'appelait le carottier géant, c'était l'ancien Marion, le nouveau Marion, maintenant son carottier fait 60 mètres. On continue. Bon, il y a quelquefois des troubles faits dans ces eaux-là, on continue. Autre méthode de prélèvement, d'analyse, les géologues ont besoin, les sédimentologues ont besoin de connaître les cailloux qu'il y a au fond de la mer, quelquefois, de toute façon pour savoir d'où ça vient, d'où vient le plancher océanique, etc. Donc ils utilisent des dragues à roches, qui sont des engins épouvantables, qu'on va traîner à 2000 mètres de fond par des temps quelquefois impossibles. Ça fait beaucoup d'angoisse au commandant souvent. On continue. Bon, voilà quelques vues d'analyse que l'on peut faire à bord. Bon, l'usine à gaz de M. Poisson. Hein, bon, là, à gauche, c'est une bâtissonde. Hein, c'est un engin qui permet de mesurer température, salinité, teneur en oxygène en fonction de la pression. Et en même temps, vous voyez des bouteilles de prélèvement qui permettent de faire d'autres échantillonnages de façon à mesurer d'autres paramètres. On continue. Bon, quelquefois, on est obligé d'intervenir manuellement sur les choses. Ah, là, on commence à évoluer. Je vous ai parlé tout à l'heure des marégraphes composés au fond de la mer. Et donc, ici, on a aussi un marégraphe qu'on a mis au fond de la mer, mais tout près du quai. Et ce marégraphe est relié donc à un appareil de mesure classique. Hein, bon, je n'ai pas dit comment on mesurait, mais on mesure les fréquences et on les enregistre. Hein, en fait, ça revient à ça. Donc on a un compteur de fréquences avec une horloge qui déclenche la mesure quand on veut et qui permet d'échantillonner plus ou moins longtemps en fonction de la précision qu'on veut ou du lissage qu'on veut donner à la courbe. Hein. Donc c'est ce qu'il y a là-dedans. Mais en plus, il y a une boîte au-dessus, vous voyez, c'est un émetteur. Et au-dessus, vous voyez, il y a une petite coupole. C'est une antenne qu'il y a là-dessous. Oh, c'est 3 petits fils de rien du tout. C'est une antenne Argos. Et ça permet d'émettre les résultats de la mesure et de les transférer sur les satellites Argos qui passent au-dessus. Hein. Les satellites Argos se baladent, je crois, 1200-1250 km de hauteur. Et ce sont des satellites qui permettent à la fois la localisation, on le verra très rapidement après, et la transmission de données. Alors ça nécessite quand même des petites prouesses, enfin prouesses, appelons ça comme on veut, il faut faire des petites astuces de façon à pouvoir transmettre les mesures, parce que Argos nous permet, dans chaque message, de transmettre avec, vous ferez des petits calculs, hein, c'est du binaire tout ça, vous vous amuserez à ça, 256 bits. Et nous, en 256 bits, on arrive à faire passer 4 heures de mesure à raison d'une mesure par heure de pression sur le fond, pression atmosphérique, température de l'air et température de l'eau. Avec comme précision la précision du millimètre en hauteur d'eau, même chose en pression atmosphérique, et dixième de degré en température. Faites le calcul. Vous verrez qu'avec 256 bits, on n'arrive pas trop à faire rentrer. Alors, il y a des astuces. Hein, au lieu de parler, par exemple, de 1000 hectopascales pour la pression atmosphérique, on oublie les 1000 et puis on ne considère que la partie variable. Puis en plus, on ne s'amuse pas à envoyer des mesures absolues. On envoie toujours la différence par rapport à la mesure précédente. Enfin, bon, il y a plein de petits trucs, là, il faut jongler avec, de façon à avoir un maximum de précision, à pouvoir mettre le maximum de mesures dans le message, et en même temps s'assurer, parce que le satellite n'est pas en permanence au-dessus, il passe de temps en temps, donc la balise, elle émet quasiment en permanence, hein, je crois qu'elles émettent, celles qu'on a vues là, à peu près toutes les 10 secondes, donc elle envoie le même message tous les 10 secondes, le message est rafraîchi toutes les 4 heures ou toutes les 8 heures, ça dépend des systèmes, et il faut s'arranger pour qu'il n'y ait pas de trou dans les mesures, donc il faut jongler un peu avec tout ça, on prend la feuille de papier, quoi, puis
on y arrive, on continue. Ah ben voilà Christian, hein, mon ami Christian, donc, qui me donne un petit coup de main au tournevis. Voilà. Alors vous voyez en bas, apparemment il fait beau ce jour-là, mais le petit micro pour programmer la station sous le plastique, vous voyez, il y a des giboulées, il ne fait jamais bien beau là-bas. On continue. Alors, Argos. Argos, comme je vous ai dit, c'est un satellite, ou un groupe de satellites, hein, il y en a plusieurs, hein, qui se balade à 1200 km. Il permet de récolter des mesures, je vous ai dit le principe. Il permet aussi la localisation. Comment il localise? Bon, il y a le petit schéma explicatif en bas à droite. Quand le satellite, la balise émet un signal. Quand le signal de fréquence bien connu. Quand le satellite est en approche, eh bien, comme il va quand même à une certaine vitesse, le satellite, eh bien, il reçoit ce signal, mais shifté en fréquence, à cause de l'effet Doppler. Hein, les fréquences, on va dire, elles se ratatinent. Et comme le satellite n'est pas, ou plutôt la balise n'est pas sur la trajectoire du satellite, fort heureusement, les choses ne se passent pas comme elles se passent au niveau sonore quand vous êtes au bord de l'autoroute. Vous entendez une voiture qui arrive, vous l'entendez aigu, puis une fois qu'elle est passée, vous l'entendez grave. Vous n'entendez que 2 fréquences. Là, le satellite est au-dessus, il faut projeter sur les rayons vecteurs, et donc le satellite entend un balayage dans les fréquences. Les électroniciens disent que ça vobule, par exemple. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à chaque instant, le satellite est capable de dire dans quelle direction se trouve la balise. Ça veut dire que cette balise se trouve sur un cône de révolution qui a pour axe la trajectoire du satellite. Bon, vous me direz, ce n'est pas suffisant pour localiser, mais enfin, on sait quand même que le satellite est sur la Terre, enfin sur la mer, que la balise est sur la mer. Donc, la balise se trouve à l'intersection des deux. Ça fait des arcs d'hyperbole un peu tordus, hein, parce que la Terre est ronde, il paraît, enfin à peu près. Et donc, il suffit de recommencer la manip plusieurs fois de suite pour obtenir une localisation à on va dire, quelques cinquantaines, 100 mètres, hein, en réitérant l'opération plusieurs fois de suite. Voilà comment dire, le système d'Argos. Là, on va aborder autre chose. On continue. Ah, le front polaire. À quoi il sert Argos? Alors, on va passer un peu vite, de façon à pouvoir causer un peu après. Alors, je vous ai raconté qu'il y avait sur les îles des animaux. Donc là, par exemple, il y a des pingouins, enfin des pingouins de manière vulgaire un peu, c'est des manchots à creuser. Et les biologistes étudient d'une manière approfondie ces animaux. Et ils ont raison, hein, parce que comme ce sont des animaux qui vivent dans des endroits très, très hostiles, dans des conditions climatiques extrêmement difficiles, ils ont des moyens de défense, des moyens de nourriture extrêmement particuliers. Ben, quelquefois, au niveau médical, on arrive à utiliser un peu ces méthodes-là. Donc, ils étudient ça d'une manière extrêmement précise. Alors, par contre, s'ils connaissent bien comment vivent ces animaux quand ils sont à terre, on ne sait pas très bien, ou ils ne savaient pas très bien comment ça se passait quand ils étaient à la mer. En effet, vous avez vu sur la plage les manchots qui couvaient, hein, il y avait un parent qui était là avec ses œufs ou avec son petit, mais pendant ce temps-là, l'autre, il est à la mer en train de se gaver de poissons. Et il revient des semaines, et quelquefois des mois après. Et ça, on ne sait pas trop comment ça se passait. Alors ils ont eu l'idée lumineuse. Les gens de chez Argos ont miniaturisé leurs balises, et on a fabriqué les manchots Argos, en leur collant ces balises sur les plumes de la queue. Ce qui fait que ces manchots qui partent sur la mer Jolie, donc ils plongent, mais à chaque fois qu'ils remontent, transmettent leur message. Et la balise, le satellite les repère, ce qui permet de les localiser. Et on a mis aussi, bien sûr, parce qu'on va quand même, hein, faut quand même ne rien rater, on a mis sur cette balise un capteur de température, et comme ça, comme on sait à peu près comment ça se passe, les répartitions de température dans cet océan, eh bien, on savait à peu près où ils allaient et où ils allaient pêcher, et pourquoi ils allaient pêcher. Et on s'est rendu compte qu'ils allaient manger au niveau du front polaire. Vous savez, ce front-là, hein, dont je vous parlais, hein, vous savez, les eaux qui remontent, ils vont se balader là-dedans pour manger. Ce qui fait que, donc, les biologistes ont utilisé Argos pour pouvoir compléter leurs études sur les manchots, mais que tout de suite après, les physiciens, eux, ils se sont dit, c'est pas juste, donc ils ont utilisé les manchots pour compléter leur panoplie de récolte de température du côté du front polaire, parce que bon, on peut, nous, aller faire les températures, mesurer les températures là-bas, mais quand même, un manchot avec une petite balise grande comme ça, qui coûte
je sais pas, la moindre montre, je ne parle pas des téléphones actuels, mais c'est d'une technologie ridicule à côté de tout ce qu'on trimballe dans nos poches. C'est quand même beaucoup moins coûteux qu'un navire à l'autre bout du monde avec 200 personnes à bord. Bon, enfin, je ne vous dis pas. Bon, hein. Donc voilà, ces animaux, on les étudie. Maintenant, ils commencent à nous rendre service en mesurant. On continue. Ah ouais, mais le problème, c'est que les albatros et les éléphants ont été jaloux. Bon, les éléphants, donc on les équipe aussi de balises. C'est très intéressant parce que si les pingouins, si les manchots pardon, vont manger des poissons, eux ils vont manger des poulpes ou des calmars, c'est pas au même endroit, donc ils vont explorer d'autres parties de l'océan parce que eux, dès qu'ils ont fini leur petit cinéma sur l'île, ils partent en mer, hein, ils reviennent des mois après, donc ça nous permet de les suivre à la trace, comme ça on connaît leur biologie, mais en même temps on apprend à connaître les milieux qu'ils rencontrent. Ah, puis les albatros, ben on a fait pareil aussi. Ça a permis de voir que les albatros quittaient l'île de la Pôle Cession au bout de quelques mois. Ils étaient encore juvéniles. Hein. Dès qu'ils savent voler, ils s'envolent. Et là, ils font plusieurs milliers de kilomètres pour aller se balader au sud de l'Australie. Et là, ils se nourrissent. Et là, ils y restent pendant plusieurs années. Dès qu'ils ont atteint l'âge adulte, ils reviennent se reproduire sur la possession. Et là, ils y restent jusqu'à leur mort, et comme on voit sur le schéma d'après, bon, hein, donc on a mis des balises Argos, bien sûr, j'en parle même plus sur les albatros. Donc on se rend compte qu'ensuite, il ne reste plus que entre, par exemple, la Possession et Kerguelen. Bon, là, ils ne quittent plus les archipels. Alors, tout ça, ça fait l'objet d'expériences. Vous voyez, par exemple, on voit boule de plume, etc. C'est toute une expérience qui a été faite il y a quelques années. CLS Argos, ce groupement avait donc intéressé des scolaires, des lycées, des écoles à la poursuite des albatros. Alors chaque école avait un certain nombre d'albatros. Alors tous les matins, les gamins allaient pianoter sur le site de CLS Argos, comme ça ils suivaient leur albatros à eux. Celui-là s'appelait Boule de Plume, donc c'est eux qui ont fait tout ça, c'était très bien. Mais je ne sais pas si ça a duré encore cette chose, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chez les albatros, il y a 90% de mortalité. Donc peut-être que ça a créé certains problèmes avec les gamins qui suivent leur albatros pendant 2 mois, puis au bout de 2 mois, pouf, monsieur, il pue.